Magazine. Que se passe-t-il exactement entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies via son agence, la MONUSCO en République démocratique du Congo dans le cadre des opérations militaires lancées contre les FDLR réfractaires au processus de désarmement? Pourquoi la MONUSCO ne participe plus, a refusé de participer à ces opérations qui viennent d'être lancées il y a quelques semaines? Le 29 janvier, en République démocratique du Congo, notamment dans sa partie Est, nous allons tenter d'avoir des éléments de réponse à ce questionnement avec Franklin Tchamala, un analyste politique indépendant, mais il est également communicateur de la majorité présidentielle. Il est notre invité. Bienvenue. Merci beaucoup, Floride. Merci d'avoir accepté notre invitation et de faire le point sur ce sujet d'actualité en RDC. Alors, première question. Que se passe-t-il aujourd'hui entre le gouvernement congolais et la MONUSCO? Apparemment, les violents ne s'accordent pas. Merci beaucoup pour l'invitation, mon frère Floride. De mon point de vue, vous avez bien fait de dire que j'interviens ici en ma qualité d'analyste politique indépendant. Ouais. J'ai tourné et retourné la question dans tous les sens. J'en ai tiré quelques leçons que je tiens à partager avec l'opinion publique congolaise et pourquoi pas internationale. En fait, voici les faits. L'opération en soi, c'est une opération de désarmement forcé. Ce n'est pas une guerre classique entre des armées organisées des deux pays. C'est une opération de désarmement forcé des éléments armés, d'un groupe armé qui a résisté au processus de désarmement volontaire. Voilà. Désarmement forcé qui va être suivi par le rapatriement dans leur pays d'origine, mais également une opération qui se fait sur fond du sauvetage des vies des populations civiles qui sont ici pris pour des boucliers humains par ces groupes armés qui écument l'est de notre pays. Et donc, c'est cela la nature de l'opération. Maintenant, en termes de responsabilité, il ne s'agit pas ici, en fait, d'une faveur des Nations Unies via la MONUSCO. Il s'agit d'une responsabilité historique. Non, c'est même une obligation. Tant il est vrai que tout le monde sait que c'est depuis 1994 que, sous la contrainte des Nations Unies, oui, 1 200 000 Rwandais ont afflué sur les villes frontalières de la République démocratique du Congo. Sur demande de la communauté internationale. Exactement. Oui. En dépit de l'opposition du gouvernement de l'époque, qui était dirigé par Kengwa Dondo, Premier ministre du gouvernement de l'époque, en dépit de son opposition, le gouvernement de notre pays a été contraint d'accueillir les 1 200 000 Rwandais qui fuyaient les affres de la guerre. Et il était nécessaire de le faire. Il était nécessaire, pour des raisons humanitaires, nous a-t-on dit. Mais imaginez 1 200 000 dans des villes comme Goma, qui n'avait en ce moment-là que 80 000 habitants. Bukavu, à peine 120 000 habitants. Vous êtes contraint d'accueillir comme ça 1 200 000. Quel déséquilibre! Une région qui était à l'époque stabilisée. Tout à fait. Quel déséquilibre, ne serait-ce qu'au plan environnemental et au plan démographique. Un déséquilibre immense. Oui. Depuis lors, ce qui devait arriver est arrivé. Nous comptons et nous comptabilisons maintenant uniquement des malheurs. Bref, donc je disais, du point de vue historique, ce n'est pas une faveur. C'est une obligation des Nations Unies de pouvoir régler cette question-là. Et même du point de vue des textes, des accords qui ont été signés avec notre pays, le plus récent, c'est l'accord cadre. Il est clairement stipulé des obligations qui incombent à notre pays dans le cadre de l'éradication des groupes armés, mais également des obligations qui incombent aux Nations Unies et à d'autres partenaires multilatéraux tels la SADC, la CIRGL, j'en passe de meilleurs. Et donc, ici, vouloir se soustraire de ces obligations en mettant en avant quelques subterfuges, quelques alibis subtils de la part des Nations Unies, c'est une manière assez facile de s'exonérer des responsabilités qui sont consacrées par
des textes, des accords internationaux. Donc, c'est ça ma lecture, on en est là. Mais alors, depuis tout ce temps, Franklin, la MONUSCO ne s'est jamais soustraite des opérations militaires. Mais pourquoi aujourd'hui cette position soudaine de la MONUSCO? Non, ce n'est pas que la MONUSCO veut ou ne veut pas. En réalité, la MONUSCO, j'ai dit les Nations Unies, dans les contextes actuels, représentés par la MONUSCO chez nous, ce n'est pas une question, je répète, ce n'est pas une question qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas. C'est une question, la question c'est qu'ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus? Ils ne peuvent plus. Vous savez pourquoi? Mais il y a des faits qui sont simples à percevoir et à décrypter parce que nous sommes dans un espace de décryptage. Pourquoi? Parce que la traque des FDLR devient délicate ou comment? Mais je vais vous révéler des choses. Ça, c'est moi, mon analyse. Allez-y. Vous savez que la brigade combattante est composée essentiellement de la Tanzanie, la brigade des Nations Unies, chez nous, de la MONUSCO chez nous, et là comme pays fournisseur des troupes, la Tanzanie, la République sud-africaine et le Malawi, n'est-ce pas? Et ce n'est un secret pour personne que entre la Tanzanie et le Rwanda, il y a eu dans un passé récent et même aujourd'hui des problèmes très sérieux. Des incidents diplomatiques et politiques ont émaillé les relations de ces pays-là. On a vu des ministres du Rwanda brûler carrément la politesse et au chef d'État tanzanien, ouvertement. Vous voyez? Exact. Bien, et donc, vous ne voyez quand même pas les enfants tanzaniens, les hommes et femmes tanzaniens aller mourir au front pour une question qui relève de la sécurité interne du Rwanda. Première chose. D'autre part, la RSA, vous avez suivi tout récemment que la traque des opposants au régime de Kagame a été opérée par un commando venu du Rwanda sur les sols sud-africains. Alors que la République sud-africaine intervienne aujourd'hui, ça va être interprété comme étant un appui qui est fourni à un gouvernement qui continue à traquer ses opposants à l'étranger. Il ne reste en ce moment-là que le Malawi qui, de mon point de vue, ne dispose pas du potentiel nécessaire, des ressources pour faire face à un pareil défi. Récemment, on a parlé de l'Égypte qui s'est disposée à apporter aussi son appui, mais sur la liste des pays qui doivent retirer leur contingent de la RDC figure en bonne place aujourd'hui l'Égypte. Bref, aujourd'hui, j'ai dit, c'est un problème de pouvoir. Les Nations Unies n'ont plus en main des troupes à même d'intervenir. C'est dans ce contexte, voulant rationaliser leur incapacité à pouvoir intervenir chez nous, voulant rationaliser, j'ai dit, leurs insuffisances, qu'ils sont allés chercher là le prétexte des officiers et aux officiers des FARDC, entre guillemets pour eux, infréquentables. Attendez, vous allez continuer. Vous allez continuer votre raisonnement. Mais est-ce que c'est logique aujourd'hui par rapport à ce que vous venez d'avancer comme argument, puisque ce sont des contingents tanzaniens et autres, ce sont des questions qui relèvent des opérations militaires. Ça ne dépend pas des velléités politiques. Mais justement, j'ai dit, nous sommes là dans les relations internationales. L'armée est apolitique. Tout à fait. Nous sommes dans les relations internationales entre États. Vous ne voyez quand même pas, du jour au lendemain, le gouvernement tanzanien accepter que ses fils aillent mourir au front comme ça, dans des opérations des Nations Unies, pour un intérêt rwandais. Vous ne voyez tout de même pas les Sud-Africains eux aussi s'engager dans une opération qui serait interprétée comme étant un appui apporté à un régime qui est en train d'opérer la traque de ses opposants sur les sols sud-africains. Mais où est passée la solidarité africaine dans ce cas-là? Mais je dis, il y a ce qu'on appelle l'intérêt. L'intérêt dans les relations internationales. L'intérêt tanzanien est où? L'intérêt sud-africain, politiquement et diplomatiquement, et à quel niveau? Dans des opérations. Il reste en ce moment-là, de mon point de vue, et ça c'est moi, mon analyse personnelle, il reste le Malawi, je vous ai dit que potentiellement, le Malawi ne dispose pas des ressources à même de lui permettre de faire face à un défi important comme celui-là. L'Égypte était sollicitée, mais aussi nous nous étonnons de constater que ce sont les mêmes Nations Unies qui mettent l'Égypte sur la liste des États partants qui doivent retirer le contingent chez nous.
comprenne qui pourra. Vous savez, ici, et de tout le temps, ici, le Congo a été toujours une terre convoitée où personne n'est jamais pressé de partir. Mais pourquoi ces telles raisons, les raisons avancées par la MONUSCO n'ont pas été avancées il y a longtemps? Parce que ce partenariat entre la MONUSCO et la RDC et les FARDC existe depuis longtemps. Tout à fait. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, voulant rationaliser un peu ces cheminements-là, ces insuffisances, aux Nations Unies, MONUSCO, on vous dit, tel général ne nous plaît pas, tel autre. Et on le fait dans le cadre d'une exhibition médiatique, alors que l'on connaît les canaux par lesquels on peut communiquer avec le gouvernement partenaire, c'est-à-dire le gouvernement de notre pays, les canaux par lesquels traditionnellement on communique, parce qu'ils disent tel général et tel autre ne nous plaisent pas sur base de telle donnée, telle autre. Mais ces données-là, vous les avez partagées avec notre gouvernement quand? Parce que vous connaissez les canaux par lesquels vous pouvez partager avec notre gouvernement des pareilles données. Vous comprenez? Et donc, notre pays, pour se sortir de ces dilemmes et de ce qui apparaît comme étant un piège, le gouvernement de notre pays, de manière souveraine, a jugé bon d'engager son armée dans cette opération-là. Elle prendra le temps qu'elle prendra, mais notre armée était obligée de s'y engager parce que c'est une question de survie de nos populations, une question de souveraineté nationale. Donc vous dénoncez la démarche de la MONUSCO? Mais je la dénonce ouvertement. Point de presse par exemple? Mais je dénonce, on ne peut pas traiter avec un gouvernement partenaire d'un pays hôte, s'agissant de la MONUSCO, par le truchement des shows médiatiques. Vous avez des données sur Sika Bouefal, un général avec lequel vous avez coopéré en Ituri. Morgan a été arrêté par les Nations Unies et notre armée avec le concours notamment de Fall Sika Boué. Là, ça marchait bien. Des opérations de succès. Oui, mais d'où vient que subitement ces gens deviennent infréquentables? D'où vient qu'ils deviennent... Mais quoi qu'il en soit, si vous disposez des données, des récriminations, allais-je dire, sur ces officiers d'une armée d'un pays souverain, respectueux, partenaire, vous les communiquez par les canaux habituels. Vous n'attendez pas un show médiatique pour commencer à dire nous exigeons... Non, non, non. C'est des faux fouillants qui cachent en réalité un certain malaise, qui cachent en réalité... Les choses devaient se tenir de façon discrète. De manière diplomatique et de manière courtoise, entre partenaires qui se respectent. Il s'agit de la MONUSCO face à un gouvernement d'un pays qu'est la RDC, le gouvernement de mon pays. Et donc, cette manière qui consiste à venir dicter à notre gouvernement des choses par les médias, nous devons quand même, nous, élites, nous lever et dire non, non, et plus jamais ça, nous ne sommes pas un État client de qui que ce soit. Vous comprenez? La RDC, mon pays, n'est pas un État client de qui que ce soit, surtout pas des personnes qui n'ont rien à lui fournir. Alors, voici une déclaration de M. Charles Bambara, porte-parole de la MONUSCO. Voici ce qu'il a dit, je cite, « Pour l'instant, nous avons mis effectivement une pause dans la coopération avec les FARDC en attendant qu'on puisse clarifier cette situation, notamment les 2 généraux de l'armée qui sont accusés d'atteinte aux droits de l'homme. Alors pourquoi ne pas amener la MONUSCO jusque devant ses responsabilités et donner toutes ces preuves? Parce que ça, d'après la MONUSCO, c'est leur raison officielle. Maintenant, moi, un citoyen congolais, je suis allé fouiller dans le dossier. J'ai mis à la surface ce qui est caché dedans. Je vous donne les éléments, en réalité, qui gênent la mise en œuvre de l'appui de la MONUSCO. Je vous les mets sur... Parce que là, c'est des alibis superficiels qui, en réalité, cachent des problèmes profonds. À la date d'aujourd'hui, la MONUSCO ne dispose pas d'une capacité opérationnelle. Je vous ai dit, les Tanzaniens, les Sud-Africains, qui sont en fait l'essentiel de l'architecture de la brigade internationale, ne sont pas en mesure d'intervenir là-bas. Les Égyptiens qui devaient suppléer sont sur la liste des partants. Et ce sont les Nations Unies qui les mettent sur la liste des partants. Donc un piège dans lequel on voulait nous renfermer en mettant à la surface des petits alibis superficiels. Vous comprenez? Et notre gouvernement, qui connaît en réalité les convoitises des uns et des autres sur la RDC, a voulu se sortir de ce piège en disant, en attendant, FARDC, allez-y, faites le travail. Nous allons régler les restes des détails après. Et les FARDC ont commencé la besogne. Et c'est une bonne chose. Sans la MONUSCO. Sans la MONUSCO. La MONUSCO a même promis qu'elle donnerait son